donc maintenant vous présenter Daniel Puissant. Alors Daniel, de son état, est aussi fonctionnaire à l'administration des finances et syndicaliste du secteur, et il est aussi secrétaire du réseau justice fiscale. Peut-être avant de démarrer, Daniel, tu peux nous dire un tout petit mot du réseau justice fiscale. Okay. Donc dans le réseau justice fiscale, c'est un réseau qui rassemble depuis une quinzaine d'années. Les grands syndicats, c'est CGTD, les syndicats des fonctionnaires des finances qui sont autonomes, les associations comme ATTAC, comme le MOC, des ONG comme CLCD 1111, les équipes populaires, et donc il y a une trentaine d'associations et qui ont comme point commun de lutter pour une fiscalité plus juste. C'est ce qui les rassemble. Ils sont dit plutôt chacun dans notre coin, les syndicats d'un côté, les ONG de l'autre, les mouvements de l'autre, qui font d'ailleurs un travail, certains d'éducation permanente, de mobilisation, autant aussi rassembler nos forces pour faire des actions, telles notamment la texte justice D, dont on parlera tout à l'heure. Oui, donc, voilà, on en parlera dans les pistes. Et je suis aussi membre d'ATTAC d'action. En plus. Je suis membre d'ATTAC aussi. Tout à fait. Voilà, donc à toi Daniel, tu as un peu plus de temps que les autres. Donc on construit notre puzzle, notre Lego, là, notre mobile, et Daniel apporte la partie fiscalité qui évidemment a trait à comment on constitue les recettes de l'État. Ok. Voilà. L'impôt et les cotisations sociales, vous voyez, servent surtout à redistribuer les richesses produites dans ce pays et à financer les services publics. Un autre objectif de l'impôt, c'est aussi parfois d'orienter les comportements économiques. Par exemple, on favorise le fait d'avoir une habitation personnelle en ayant des déductions pour emprunter des biens. Mais avant tout, c'est vrai, ça sert normalement à redistribuer la richesse. Le budget de l'État, c'est une série de dépenses, on donne quelques exemples. S'il n'y avait pas d'impôt, eh bien, on devrait payer pour un élève qui est à l'enseignement primaire 3 000 € par an. Vous voyez les chiffres, secondaire 6 000, supérieur 5 000, université 8 000. Donc, ça se coûterait à chaque personne individuellement s'il n'y avait pas d'impôt dans ce pays. Une hospitalisation d'un mois coûte en réalité 12 000 €. Vous voyez, parce qu'en fait, souvent, les gens, l'argent arrive, je dirais, l'argent s'en va, puisqu'on est mécontent de payer des impôts, mais on oublie souvent à quoi ça sert. Et c'est bien, comme je l'ai rappelé, que l'impôt ne va pas uniquement pour du gaspillage, uniquement pour rembourser la dette, ça va quand même aussi, mais avant tout chez les gens qui l'ont, en guillemets, financé, c'est-à-dire les pauvres ne payent pratiquement pas d'impôts, mais on peut pas dire qu'ils soient vraiment bénéficiaires de grand-chose, vu les restrictions continuelles au niveau chômage, etc. Donc c'est surtout la classe moyenne qui paye l'impôt, et surtout la classe moyenne qui en bénéficie, et les rentiers en bénéficient sans payer beaucoup, ça on en parlera tout à l'heure. Voilà, qui paye quoi? Donc c'est un exemple chiffré par différents types d'impôts. Les recettes principales, l'impôt des personnes physiques, c'est un impôt donc par tranche, on paye plus si on gagne plus, mais la moyenne. Tu vas expliquer taux nominal, taux effectif. Ah oui, donc le taux nominal, c'est par tranche, on verra peut-être plus tard, parce que je reviens d'ailleurs après on parle de ça. Et donc, par tranche de revenus, on paye un pourcentage. Et plus on gagne, plafonné à certains revenus, plus on paye l'impôt, mais c'est plafonné à 50% sur la dernière tranche. Donc c'est un impôt, comme on dit, qui est progressif par tranche. Ce n'est pas un impôt proportionnel au revenu, c'est un impôt qui est progressif, qui est à 0 en dessous d'un certain niveau de revenu. Lui, il est à 25%, et ça augmente. Ça, on le verra tout à l'heure, un exemple sur l'impôt des personnes physiques. Par contre, et donc, en moyenne, évidemment, les moins, sur les petits revenus payent moins, sur les plus gros revenus payent plus, mais en moyenne, c'est donc 28% de taux effectif. L'impôt des sociétés, c'est un taux fixe théoriquement, nominal à 33,99%, et on verra tout à l'heure pourquoi. Le taux effectivement payé, donc si on compare l'impôt total des sociétés payées par les entreprises et la recette en impôt des sociétés, eh bien, en moyenne, non, excusez-moi, si on compare l'impôt payé et le bénéfice total des entreprises, eh bien, on arrive à une moyenne de 12,3% sur le bénéfice qui est réellement payé en impôt des sociétés. Le précompte mobilier, c'est quoi? C'est l'impôt sur les intérêts, sur les dividendes d'actions, donc sur la rente mobilière, donc les placements en bourse, les placements sur les comptes, etc. Il y a un taux de 25%, mais comme on dit, il est libératoire, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans la déclaration d'impôt, donc
comme j'ai dit tout à l'heure, l'impôt est progressif par tranche, sauf qu'on ne compte pas le précompte mobilier. Lui, on paye 25% lorsqu'on touche, par exemple, l'intérêt à la banque. C'est la banque qui perçoit ce précompte. Mais, et puis c'est fini, quoi. Donc, quel que soit, même si on a 10, 20 millions de revenus de mobilier par an, c'est toujours 25% maximum, parce qu'évidemment, il y a plein de possibilités d'échapper à ça, mais ne va pas rentrer dans les détails trop vite. Le précompte immobilier, il est, en fait, c'est un, je vous assez fictif, c'est un pourcentage du revenu cadastral. Le revenu cadastral, c'est quoi? C'est un revenu qui est censé représenter directement le revenu locatif d'un bien. Qu'on le loue ou ne le loue pas, on a un revenu qui a été attribué il y a très longtemps, dans les années 70, et sur ce revenu cadastral, qui est indexé chaque année depuis un certain nombre d'années, donc il n'y a pas de péréquation, ça veut dire que ça ne correspond pas à la valeur du marché, qui a été fixée à une certaine année, dans les années 70. Depuis lors, on n'a plus mis les moyens au niveau de l'administration du cadastre pour réévaluer, faire adapter la valeur du marché, et donc c'est uniquement indexé. C'est pour ça qu'à Bruxelles, par exemple, où il y a une énorme inflation, dans les grandes villes, c'est dans toutes les grandes villes, évidemment, il y a une énorme augmentation des revenus locatifs, eh bien, le revenu cadastral n'a pas suivi. Et donc, le précompte est un pourcentage qui varie suivant les communes et les provinces de ce revenu cadastral. La plus grosse partie, d'ailleurs, des recettes vont aux provinces et aux communes, et une petite partie à la région, Chauvoise, Wallonne, Flamande. La TVA, bien la TVA, c'est, vous voyez, 3 taux, 21, 12, 6. Et là, c'est un impôt, comme on dit, un impôt qui est parti d'un impôt injuste, puisque quel que soit le niveau de revenu, on paye au magasin la TVA qui est comprise dans le prix du produit ou du service qu'on achète, et riche ou pauvre, on paye la même TVA. Et donc, donc quand je dis les chômeurs ne contribuent pas, donc les chômeurs d'abord, on va dire, ou les gens qui sont allés au CPS, ont une petite solidarité de l'ensemble de la population, mais de toute façon, ils la reversent, on l'oublie toujours, en TVA lorsqu'ils vont acheter des biens. Et eux, là, 100% de leur revenu, ils n'ont pas les moyens d'épargner. 100% de leur revenu est consommé, donc fatalement, la TVA, ils n'y échappent pas, ça c'est bien clair. Il y a également, parmi les axes sur le tabac, sur le diesel, l'essence, etc., évidemment d'autres sources de revenus, où là aussi, personne ne peut y échapper. Et alors, la taxe sur les plus-values, elle est de 0%. Les plus-values, c'est quoi? C'est lorsqu'on a donc un placement financier, quelque part, on achète à un moment donné une action, puis on la revend plus tard lorsqu'elle a monté. Et dans la plupart des pays du monde, sauf au Luxembourg et en Belgique, lorsque vous faites une plus-value, vous êtes taxé sur cette plus-value, ce qui semble tout à fait normal. Mais en Belgique, pour attirer des capitaux, on a décidé à un moment donné, au niveau du gouvernement, de ne plus taxer les plus-values. Alors ben voilà, ce que je disais tout à l'heure, et donc un petit peu expliqué ici, l'imposition donc par tranche des salaires. Et vous voyez, vous comparez déjà un peu la France à gauche et la Belgique à droite, et vous pouvez voir que, par exemple, de 0 à 1000 euros au niveau de la France, il y a 0% d'impôt. En Belgique, il y a un taux, mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a quand même une tranche exonérée justement de 7 000 euros. Le problème, c'est quand on monte, enfin quand on monte au-delà des valeurs des 7 000 euros. Là, on est déjà à 30% en Belgique, alors que vous voyez en France, on est quand même plus bas. Par exemple, les Français payent plus de cotisations sociales, ça explique un peu, mais enfin, au niveau impôt, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est très vite taxé. Donc, si on a un petit revenu, un petit salaire en Belgique, on est très vite taxé, et donc on paye proportionnellement beaucoup. Et ça, c'est un des problèmes, et qui est, quand les travailleurs disent je paye trop d'impôts, ils ont raison, parce qu'on paye très vite, et en plus, on s'arrête très vite, quoi. Donc la dernière tranche, vous voyez, c'est 39 300 euros. À partir de là, vous êtes taxé donc toujours sur les tranches inférieures à 25, 30, 40 et 45%, mais au-delà, c'est limité à 50% quand il arrive. Et en plus, à ce niveau de revenu, puisqu'on dit qu'on fait trop d'impôts, on a une voiture de société, souvent sur des entreprises privées, et la voiture de société, elle est payée par l'entreprise, et on est très peu taxé là-dessus en Belgique. Il y a des avantages à nature, mais qui ne correspondent pas à grand-chose. Et donc ça, évidemment, c'est un avantage qui s'ajoute pour les cadres, et qui va un cadeau de l'État, un cadeau de l'État, parce qu'en fait, ces gens-là trouvent qu'ils payent trop d'impôts, soi-disant, mais comme ils sont de cadres supérieurs, évidemment, c'est plus facile de faire des cadeaux à eux qu'aux petits ouvriers, comprenez bien. Alors, les autres revenus. Donc, voilà, ça revient un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure.
Les revenus immobiliers sont très peu taxés. Donc voilà. Les revenus, alors, on est donc taxé sur le revenu cadastral, ça veut donc dire que le loyer réellement perçu n'est pas imposé, sauf si vous louez votre maison à une société, une personne morale. Là, vous êtes taxé sur un loyer net, c'est-à-dire le loyer que vous avez perçu moins un pourcentage de frais. Enfin, pour la plupart des gens qui louent une maison à titre privé, ils ne sont taxés que sur le revenu cadastral. Donc, si vous investissez dans la brique, évidemment, l'État vous aide, c'est bien clair. Et en plus, il n'y a pas d'encadrement des loyers, ce qui fait que, voilà, on voit toujours qui est gagnant dans l'histoire. Bon, les revenus mobiliers, petite répétition, mais c'est bien, comme ça rentre. Hein. Le paiement immobilier donc, est taxé à 25%, il est libératoire. Hein. Donc, il n'est pas globalisé l'ensemble des autres revenus. Et pour comparer avec la France, les plus-values, là, sont taxées à 19%, plus il y a une cotisation sociale de 15% qui est revenu, 15% sur les revenus mobiliers. Donc, de nouveau, pas de taxation progressive. Les rentiers, s'ils le déclarent, on va dire comme ça, s'ils vont dans une banque chercher leur titre, et si la banque est obligée de percevoir le paiement immobilier, eh bien, c'est limité à 25%. Mais évidemment, les plus gros actionnaires, ceux qui ont les plus gros patrimoines, évidemment, ils ne vont pas mettre leur argent en Belgique, ils vont aller aux paradis fiscaux, ils vont s'arranger avec une société écran pour ne rien payer. Et ça, c'est au-delà d'un certain revenu qu'on peut faire ça. Mais on va dire pour les petits épargnants, on va dire que c'est 25% en maximum, donc d'impôt. Alors, l'impôt des sociétés. Est-ce qu'elles payent trop, pas assez? La question aussi, bien sûr, les impôts, soit elles vont fuir à l'étranger, nous allons perdre nos entreprises, nos emplois, c'est évidemment le chantage continue d'être en même temps. Et bien là, on voit aussi une situation très inégale suivant la taille de l'entreprise. Les petites sociétés payent 21% d'impôts en moyenne, alors que le taux nominal est de 33, mais après les déductions qui existent pour diminuer ce taux. Les grandes sociétés payent en moyenne 10%, les 10 plus grosses multinationales, vous voyez, et donc voilà la moyenne. Et donc la question qui se pose, comment est-ce qu'on passe de 33% à 12%, quel est le miracle qui s'opère pour que les entreprises payent si peu d'impôts? Et bien voilà, le bénéfice total des entreprises en Belgique est de 81 milliards. Et là-dedans, vous avez des cadeaux fiscaux, dont les fameux intérêts notionnels, et dont les revenus définitivement taxés. Bon, peut-être qu'il faut quand même vous expliquer en gros ce que c'est, tout le monde ne connaît pas ces termes économiques. Pas en gros, explique-le bien. J'explique-le bien, je prends le temps, ça va. Ça doit être pédagogique. On va essayer. Bien. Bon, les intérêts notionnels, c'était une mesure qui a été prise au moment où le Renders était ministre des Finances, il y a quelques années d'ici. Le but, c'était soi-disant aider les entreprises à avoir plus de capitaux propres et donc qu'ils s'endettent moins, qu'elles empruntent moins aux banques, aux financiers, etc. Ça, c'était le but, on va dire. Le deuxième but, c'était aussi garder en Belgique les sièges de multinationales qui avant bénéficiaient d'un régime de taxation très faible, on appelle ça les centres de coordination, donc les entreprises installées en Belgique, les centres de décision, et rapatrier une partie de leurs bénéfices dans ces centres, et grâce à ça, et grâce au système fiscal imaginé par le gouvernement à l'époque de Nestat, payer très peu d'impôts. Là, l'Union européenne a trouvé que ça n'allait pas, parce que c'était un peu une sorte de concurrence déloyale de la Belgique par rapport à d'autres pays, et donc on a dû changer pour se conformer aux règles européennes, avoir un système, on va dire, incolore, inodore, en tout cas, un système qui n'avantageait pas théoriquement les multinationales, mais toutes les sociétés. Et donc on a créé un système des intérêts notionnels qui bénéficie à toutes les entreprises et toutes les sociétés sur le papier. Alors en quoi ça consiste, hein, je vais vous expliquer. Dans une entreprise, comment d'abord elle se finance? Elle se finance avec un capital. Donc les actionnaires mettent de l'argent dans une société, constitue un capital, c'est le capital propre. Pour qu'une entreprise fonctionne, elle peut avoir ces moyens-là, mais souvent aussi elle doit en plus s'endetter, donc emprunter de l'argent à des banques, à d'autres personnes, hein, extérieures à l'entreprise ou extérieures aux actionnaires. Et le système qui a été prévu, c'est de dire, lorsqu'une entreprise, on veut favoriser le capital propre, donc on va diminuer les impôts au prorata des capitaux propres des entreprises, des sociétés. Et donc plus on a un capital important, et c'est notamment le cas des banques, des sociétés
d'assurance qui ont énormément de capitaux financiers collectés. Évidemment, plus donc ce montant 5%, plus le montant qu'on peut déduire au titre d'intérêt notionnel est grand. Pourquoi notionnel? Lorsque vous payez un intérêt à une banque, c'est un intérêt réel. Ici, on fait croire qu'on paye un intérêt sur un capital, le capital de la société. On fait croire que c'est un intérêt fictif, un intérêt notionnel, et c'est cet intérêt qui est déductible donc, de l'impôt des sociétés. Je ne sais pas si j'ai bien fait comprendre, c'est une notion un peu complexe, mais enfin bon. Mais en tout cas, ça permet à ceux qui ont plus de capitaux, et notamment aux grosses sociétés multinationales, de bénéficier beaucoup plus que les PME de cette mesure. Les PME en bénéficient, c'est un fait, mais de nouveau, beaucoup moins que les grosses sociétés multinationales qui, elles, en proportion, évidemment, en bénéficient, d'autant plus qu'en bénéficient des entreprises américaines ou autres qui viennent implanter une partie de leur, pas de leurs travailleurs, ni de leurs employés, ni quoi que ce soit, mais en tout cas, d'une manière virtuelle, créer un siège à Bruxelles, on engage une demi-personne ou trois quarts de personne, donc soi-disant il y a un siège d'ExxonMobil, on va dire, à Bruxelles. Ça veut donc dire que les bénéfices se déplacent des États-Unis vers Bruxelles, et grâce à ce système comptable impur, on profite des intérêts notionnels, et après on rapatrie les bénéfices aux États-Unis ou dans un paradis fiscal, où là, en plus, il y a encore d'autres moyens d'y échapper. Enfin, je résume, pour dire voilà à quoi ça sert les intérêts notionnels pour les grosses boîtes. Et alors, les revenus définitivement taxés, c'est quoi? Ça, c'est une entreprise qui a une entreprise, on va par exemple prendre une entreprise brassicole, ABMF, qui est une entreprise multinationale, c'est la plus grosse boîte en Belgique, qui a évidemment des sièges dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis, au Brésil, très très important, 1% de son activité maintenant en Belgique, mais le siège social est toujours à Dubaï. Lorsque les bénéfices sont, naturellement la plus grosse partie des bénéfices est à l'étranger, le système fiscal prévoit en général de ne pas taxer deux fois la même base imposable. Donc, lorsqu'un bénéfice a été réalisé aux États-Unis, on trouve normal, évidemment, si on l'a taxé là-bas, de ne pas le taxer une deuxième fois chez nous. Jusque-là, tout est normal. Et donc, on a imaginé ce système qui est logique, c'est intéressant dans un premier temps, de dire on ne va pas taxer deux fois la même chose. Et donc, lors d'une déclaration à l'impôt des sociétés, l'entreprise qui a eu les bénéfices déjà imposés ailleurs les diminue de sa base imposable en Belgique. On appelle ça des revenus. On dit que c'est des revenus définitivement taxés, et donc là-dessus, 95% n'est pas considéré comme taxé, donc est exonéré d'impôt des sociétés. Le problème, c'est que dans un monde parfait, ça fonctionnerait comme ça. Mais évidemment, c'est que la plupart des entreprises, des sociétés, font en sorte de loger leurs bénéfices premiers, non pas aux États-Unis, dans d'autres pays, en guillemets, pas dire normal, si on peut dire, mais dans un paradis fiscal. Ça peut être Jersey, ça peut être le Delaware, ça peut être les îles Caïmans, ça peut être n'importe quel pays où il n'y a pas de contrôle, on peut créer une société comme on veut et il n'y a pas d'impôt. Et alors, là, comme l'État belge a conclu un certain nombre de conventions préventives de toute l'imposition avec un certain nombre d'États, notamment les paradis fiscaux, eh bien, donc, c'est prévu, ça, soi-disant, a été taxé dans ce pays-là, donc ce ne sera plus en Belgique. Et c'est comme ça que 8 milliards disparaissent de la nature. Parfois, ça a été réellement taxé, mais la plus grande partie du temps, les entreprises s'arrangent pour que ce ne soit pas taxé ailleurs. Et donc, ce sont des revenus qui deviennent définitivement non taxés. On pourrait aussi comparer, là, les taux en guillemets effectifs et les taux réels d'impôt en Europe. Vous avez en bleu le taux réel effectif, et à droite, le fossé, on va dire, c'est ça, entre l'impôt, le taux nominal et la réalité. Donc, et là, on voit que la Belgique est en guillemets, on dit, bah oui, si on voit l'orange, on a des taux d'impôt des sociétés très élevés, des taux finalement, au final, c'est pas très grand, hein, vous voyez en bleu. Et l'Allemagne, par contre, là, l'Allemagne, les taux se rassemblent, hein, l'écart est beaucoup moins grand. Même chose, regarde, on est proche du Luxembourg, hein, on a des systèmes fiscaux proches, évidemment, au niveau bancaire et financier, on est vraiment très proche du Luxembourg. C'est moins compliqué. L'Irlande, c'est zéro ou... Alors. L'Irlande, c'est le pays de référence pour l'enquête. Ah oui. D'accord. Oui, je n'ai pas vu l'enquête, mais voilà. En gros, voilà là. Donc, je rappelle, taux réel d'imposition 12% pour les sociétés, taux réel pour les personnes physiques 28%. Vous voyez déjà
voyez déjà la disproportion, hein, et une richesse des ménages qui se concentre sur un tout petit pourcentage de la population. Alors c'est aussi intéressant parce que quand on fait du travail de mobilisation sur la justice fiscale, évidemment, une des objections, c'est de dire oui, mais si vous il n'y a pas tellement de milliardaires, et puis bon, c'est pas important, quoi. Il n'y a pas tellement les riches, on ne les voit pas évidemment, donc c'est facile en guillemets de dire des arguments, mais surtout qu'ils ne sont pas. Les pauvres sont visibles, il y en a trop, il faut surtout bien qu'ils restent en Méditerranée, et voilà, qu'ils coulent, mais par contre, les riches, on ne les voit pas, donc ils n'existent pas à la limite. Et donc, là, c'est intéressant de voir la répartition donc, de la population. Et donc, les déciles, donc c'est 10%, chaque fois 10%. Donc, en 1, les 10% donc les plus pauvres, en fortune. Hein, et au-dessus des 10% les plus riches. Et donc, les plus pauvres concentrent 1% du patrimoine, et les 10% les plus riches, 50%. Et vous voyez évidemment à droite la moyenne par ménage qui va en exponentiel. Ça va ce tableau, il est compliqué, hein? Il est un peu compliqué, très intéressant, mais ça montre bien l'inégalité. C'est 10, 20, 30. Oui, on peut juste reprendre un peu le tableau. Oui. Ça met un peu de temps. Oui, regardez, prenez bien votre temps. Donc, vous voyez, la première décile, donc c'est les personnes qui ont le moins fortuné, quoi. 10% de la population les moins fortunés. En 2, c'est 20%, enfin c'est de 10 à 20, puis on va de 20 à 30, de 30 à 40, donc c'est chaque fois. Et alors, le dernier décile, donc c'est les 10% de la population qui a les plus gros patrimoines. Et on va zoomer maintenant sur les 10% les plus riches. Oui, on va zoomer. Hein. Ensuite, on va aller pour les plus riches. Parce que les inégalités, c'est pas toujours ça, mais les inégalités sont encore plus grandes entre les riches. Donc entre les très riches et les moyennement riches, alors que les inégalités sont encore bien plus grandes quand on divise la classe moyenne et les pauvres. Et donc là, vous avez donc le dernier décile, donc ça veut dire on divise la population là de 90% à 100%, hein, de 0 à 10%, donc si on prend les 10% les plus riches, il y a le 1% le plus riche, et puis etc. Donc là, de nouveau, vous voyez, part de fortune. Suivant qu'on est dans les moins fortunés, les 10%, on concentre 2%. Si on est dans les plus fortunés, à la case 99, et bien là, on concentre 6,8% de la fortune, donc du patrimoine en Belgique. C'est des estimations qui vont se faire, évidemment. Même 20% pour le dernier temps. 20%, pardon, 20%, oui, excusez-moi. 20%, oui, pardon. 20% pour le dernier centimes. Ça va? C'est donc 7,5 millions en moyenne de patrimoine. À mon avis, si on disait qu'il y a le dernier décile, on arrive encore des inégalités, évidemment. D'ailleurs, maintenant, on va donner quelques exemples. Hein. Les familles Schoolberg et Bévis et Van Damme, c'est-à-dire les principaux actionnaires de notre multinationale bien connue, AB et Invest, eh bien voilà, leur fortune, 25 milliards d'euros. C'est des estimations, c'est possible que c'est beaucoup plus gros, c'est plus gros que ça, mais si on va dire que c'est un minimum. C'est un minimum estimé. Soit l'équivalent du budget d'assurance maladie, ce qui n'est quand même pas rien, en 2012. Quand Albert Frère a lui tout seul, il possède un patrimoine de 3 milliards d'euros. Donc, c'est quand même, quand on dit à Patrice en Belgique, vous voyez, ce n'est pas tout à fait juste. Le problème, c'est que ça ne s'améliore pas, si on peut dire. Donc, les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus nombreux, les plus pauvres. Là, c'est une estimation qu'on a eue en France. Donc là, en 6 ans, entre 2004 et 2010, le patrimoine des 10% les moins riches a cru de 9%, c'est plus ou moins l'inflation. Hein. Les 10% les plus riches, quant à eux, ont cru, le patrimoine des 10% les plus riches ont cru de 47 à 50%. C'est des moyennes. Hein. C'est-à-dire que là, c'est des moyennes évaluées par des universitaires. Comme le secret bancaire existe en Belgique, comme en France, on ne connaît quand même pas non plus tout sur le patrimoine, même s'il y a un impôt sur la fortune. C'est des estimations, mais on a des estimations plutôt vers le bas que vers le haut. Oui. La première donc ici, si vous voulez, quand on... Attendez, le truc précédent, voilà, ça c'était les exemples. Pardon, oui, voilà. Ici, c'est-à-dire qu'en Belgique non plus, on ne sait pas, on ne sait rien en fait. Ce sont des estimations d'universitaires qui ont fait ça, je n'ai pas été voir
leurs sources. Enfin, honnêtement, j'ai lu des tableaux, ça m'a l'air sérieux. Je ne sais pas comment ils ont travaillé, parce qu'en fait, on regroupe aussi des données macroéconomiques, et là, on peut connaître l'ensemble des données financières de l'ensemble des banques, on peut comparer globalement au niveau macroéconomique donc des données, et puis au départ de ça, il s'est fait des simulations. Mais, donc, ce serait normalement les patrimoines, non seulement en Belgique, mais également à l'étranger, mais je vous dis, comme il y a tellement d'inconnus, là-dessus, pour moi, c'est des estimations vers le bas. Mais en Belgique, c'est un des problèmes qu'on parlera après, le secret bancaire existe. Et donc, on ne connaît absolument rien officiellement sur le patrimoine des Belges, à part leur maison. Enfin, on sait qu'ils ont une maison située à telle parcelle, on va dire comme ça, à tel endroit dans le pays. On évalue à donner le revenu de la salle de Sévarac, on n'a plus indexé depuis, et donc on ne connaît que ça. Pour le reste du patrimoine, on ne connaît rien du tout. Alors, on en vient donc en synthèse au problème en tant que tel. Voilà, je viens de le dire. Non, je ne l'ai pas encore dit. Ça n'a pas d'impôt sur la fortune en Belgique. Pourquoi il n'y a pas d'impôt sur la fortune? Ben, évidemment, il n'y a jamais une volonté politique pour qu'il y ait un impôt sur la fortune. Je ne crois pas que c'est le gouvernement actuel va nous réserver un impôt sur la fortune, il y a peu de chance. Pourtant, ça pourrait rapporter, on en parlera plus tard. Alors, le secret bancaire, c'est quelque chose qui fait partie du paysage politique belge depuis assez longtemps. Évidemment, un des défis, on a vu quand même, de notre système, c'est que les banques ont un pouvoir énorme, aussi bien en Belgique qu'au Luxembourg, et on va dire dans tous les paradis fiscaux, et plus un paradis fiscal est petit et moins démocratique, plus les banques ont des choses à dire. En tout cas, ici, il n'y a jamais eu de ministre des Finances en Belgique qui a été nommé sans l'aval des banques. Ça, il faut le savoir, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et donc, sans l'aval des banques pour la nomination d'un ministre, mais la politique est largement dictée dans le secret, parce qu'évidemment, tout ça ne met pas noir sur blanc dans les journaux, ni dans les comptes rendus des conseils des ministres. Mais bon, le lobby bancaire, évidemment, est très puissant et il n'est pas question pour lui de lâcher le secret bancaire. Alors, à cause de ça, évidemment, à partir du moment où il y a un secret bancaire qui est partiellement levé, il faut quand même dire, pour être complet, c'est-à-dire si l'administration fiscale a des suspicions qu'il y a eu fraude fiscale dans le chef d'un contribuable, mais il faut quand même des éléments importants, voire débloquer ça. Elle peut demander à un organisme bancaire d'avoir accès au compte, mais d'abord il faut d'abord prévenir le contribuable, évidemment. Il faut le contribuable, donc, c'est au cas où le contribuable ne donne pas les éléments, qu'on va faire appel à l'administration, enfin, faire appel à la banque. Entre-temps, évidemment, le temps qu'il répond ou qu'il ne répond pas, il se passe du temps, donc il peut passer beaucoup de temps entre le moment où on a posé la question et la réponse. Et donc, il est prévu, en effet, que la banque est obligée à ce moment-là de répondre aux questions de l'administration fiscale. Et on a mis en place un système récemment de registre des comptes bancaires. Ça veut dire que tous les comptes bancaires des particuliers en Belgique, tous ces comptes sont centralisés dans un registre à la Banque nationale. Et donc, dans le temps, lorsqu'un fonctionnaire du fisc voulait avoir un renseignement d'une banque, il ne savait pas en plus où le contribuable avait des comptes. Donc, il devait interroger toutes les banques du pays. Il faut vous imaginer le travail, personne ne va faire ça. Donc maintenant, enfin personne, certains fonctionnaires pointus le faisaient, mais évidemment c'était un peu l'exception qui confirme la règle. Et maintenant, grâce à ce registre, on peut au moins savoir une personne a tel compte dans telle banque, mais c'est le nom de la personne. Si la personne crée un compte au nom d'un prénom, quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, enfin qui gère sa fortune, on va dire, eh bien, de nouveau, on passe à côté de la montre en or, et donc sous secret bancaire, mais on a fait une loi, soi-disant, dans le gouvernement, à l'affaire courante, pas le gouvernement précédent, le gouvernement avant, enfin le gouvernement avant que le gouvernement précédent se mette en fonction, il y a eu quelques mois d'affaires courantes, on a profité pour voter ça au Parlement, en même temps que la transaction pénale, qui fait que lorsqu'il y a preuve que quelqu'un a fraudé, a commis un délit, qui est puni pénalement dans le code pénal, eh bien, cette personne peut s'arranger, ça veut dire moyennant une transaction et moyennant un montant, et ne pas aller en prison, et s'exonérer donc de tout problème et toute poursuite en payant une grosse somme. Évidemment, à partir du moment où on a les moyens, autant payer cette transaction. L'État
a l'argent, puisqu'il a l'amende, il a ce montant-là, ça rentre dans la caisse, on peut dire c'est bien, mais d'un autre côté, ça n'a évidemment pas d'effet dissuasif sur la fraude, et surtout, ce système est imaginé, vu la lenteur de la justice, et vu le manque de moyens pour réprimer la délinquance financière et fiscale, vu le manque de moyens, les procès durs, à un moment donné, on arrive à prescription, et les gens qui en auraient prouvé qu'ils avaient fraudé, ces gens-là ne sont pas poursuivis parce que les années ont passé, et puis voilà, prescription. Donc ça s'est passé plusieurs fois, il y a des tas d'exemples, hein, je veux dire, de la vie financière de notre pays, et c'est évidemment très scandaleux lorsqu'on est attaché à la justice fiscale de voir que les gens qui ont commis des délits ne sont pas punis, et voilà, un manque de moyens simplement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le désinvestissement dans le service public, c'est une volonté politique, et donc il y a moins de moyens pour la justice, moins de moyens pour l'administration fiscale, c'est clair que ça bénéficie à certains, mais l'ensemble de la population, elle est perdante dans la fraude. Troisième point, et voilà, donc les plus-values, donc les profits dégagés en cours d'achat ou revente d'action ne sont pas taxés, ou de devises. Hein. Donc tout ce qui est activité boursière, les plus-values ne sont pas taxées, troisième point. Qu'est-ce qu'on voit aussi que, bien évidemment, non seulement les sociétés payent plus d'impôts, mais en plus, les taux ont diminué, non seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe. Les taux sur l'impôt des sociétés ont constamment diminué. Les cadeaux fiscaux ont été bien là, mais les cadeaux fiscaux ne sont même pas liés à la création d'emplois. Donc c'est uniquement l'actionnaire qui est le bénéficiaire de ces diminutions de l'impôt des sociétés. L'impôt sur les revenus n'est que partiellement progressif, partiellement puisque ne rentre pas là-dedans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les revenus immobiliers. Et les revenus immobiliers, on paye à un moment donné un prêt compte immobilier, puis c'est fini. Et donc, les revenus professionnels ne sont taxés, eux, on va dire les revenus professionnels sont taxés entièrement, mais les autres revenus ne sont pas globalisés. Et en plus, on arrive à un taux de 50% assez vite, et puis c'est fini. Donc, la progression, évidemment, elle est stoppée assez rapidement. Il faut se rappeler que dans un pays qui est loin d'être communiste, c'est-à-dire les États-Unis de Roosevelt dans les années 30, d'où d'ailleurs la création du collectif Roosevelt en France, elle faisait un peu référence à ça, comme logique. Après donc, la crise financière des années 30, années 29-30, Roosevelt a pris une mesure qu'on taxerait d'extrême gauche ici, puisqu'il a mis les taux à 80%. Pour les plus hauts revenus, on arrivait à un taux de 80%. D'impôt. D'impôt. Un taux de 80% d'impôt dans les années 30 aux États-Unis. Dans un pays par réputé communiste, à mon avis. Et ça a été sur une année, là. Non. Non. Non, plus que ça. Je n'ai pas l'historique, mais à mon avis, ça a duré plus qu'une année. Jusqu'à la fin des années 70. Ah oui. Ah, Bon, ça. très bien, merci Marie. Maintenant, Maintenant, aux États-Unis, c'est devenu un petit peu comme chez nous, c'est devenu un niveau, voilà, quoi, un peu comparable. À part que la mentalité américaine est un peu différente de la nôtre, la fraude fiscale, là, c'est pas dans la mentalité. Donc, les gens sont plus consentants à l'impôt que nous, mais en moyenne, ils en payent moins. Mais les riches, surtout, en payent moins, pour moi qui sais. Donc là, depuis les années Bush, on a diminué très fortement les impôts sur les gros revenus. Donc ça, c'est devenu vraiment des taux ridiculement bas. Et alors, fatalement, on a plus facile à payer un impôt lorsqu'il est faible, évidemment. Et en plus, je dirais la mentalité, on est plus mentalité protestante, et donc on suit le règlement, on suit la loi, et donc moins de fraude aussi. Mais sauf exception, hein, je ne parle pas des taux. Alors, un autre point, évidemment, dans les problèmes, c'est qu'une part importante des impôts envolés et élus ne sont pas perçus. Et donc, il y a tout un retard dans le recouvrement de l'impôt, d'une part lié au fait que les entreprises, les particuliers, sont en contentieux avec l'administration, donc ils ont introduit un recours contre une taxation qu'ils ont trouvée qui n'était pas légale, et donc pendant ce temps-là, évidemment, certains payent des impôts, mais d'autres pas, ne sont pas obligés, en guillemets, enfin, le recouvrement est suspendu pendant le moment de la réclamation, mais ça peut durer très longtemps. Et évidemment, tous les gens qui organisent leur insolvabilité, donc ils se mettent en faillite une fois que ça a été, notamment l'exemple avec le carrousel TVA. Hein, donc là, c'était des montages mis au point pour éviter la TVA, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une fois que l'administration était au courant du mécanisme, la société se mettait en faillite,
disparaissaient. Et donc, finalement, même si on avait trouvé la fraude qu'on avait enrôlé TVA, par exemple, dans ce cas-ci, eh bien, ce n'était pas perçu parce que la personne était disparue de la nature. Mais il y a évidemment des moyens, enfin, je veux dire que dans les impôts enrôlés, il y a aussi une série, je dirais, de montants qui ne sont pas perçus simplement parce que l'administration du recouvrement est encore vraiment une administration très pauvre en moyens, plus que les autres au niveau du ministère des Finances, et donc n'a pas les moyens qu'elle devrait avoir pour recouvrer l'impôt. Tout un temps, il y a eu des cellules juridiques, on avait engagé des juristes pour faire un travail de recouvrement, tout ça est un peu parti bon, à volo, on va dire, il y en a encore, mais c'est quand même l'investissement, en tout cas l'idée de départ n'a pas du tout été suivie comme elle aurait dû l'être. Et alors c'est pour ça qu'on voilà, on dit qu'il y a plus ou moins 3 milliards qui seraient récupérables. Ça veut dire si on mettait les moyens légaux, les moyens personnels, les moyens informatiques, évidemment, il y aurait certainement l'argent qu'on pourrait récupérer sur tous ces milliards qui ne sont pas perçus. Et alors, nos propositions de solutions, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'en guillemets la société civile, on va dire dans son ensemble, attaque évidemment le réseau de justice fiscale. Qu'est-ce que nous proposons pour remédier à cette situation? Eh bien, sur une des mesures phares, vous avez d'ailleurs la banderole, les grosses fortunes.be, donc c'est le site de notre campagne, mais si vous n'essayez pas échapper des grosses fortunes. Une mesure phare, évidemment, c'est l'impôt sur les fortunes supérieures à 1 million d'euros, habitation personnelle non comprise. Et donc, ça veut donc dire pour quelqu'un qui n'a dans les maison personnelle, qui n'a que donc du patrimoine financier, on va dire comme ça, supérieur à 1 million d'euros, il paierait dans un premier temps 1%, et puis ça augmenterait par tranche, jusqu'à 3%, et donc ça pourrait rapporter par an plus ou moins 8 milliards d'euros. Et donc si vous reprenez le tableau avec la fortune des ménages, en fait c'est les 3 derniers centimes qui seraient imposés. Voilà. 3% de la population, mais surtout vraiment le pourcent le plus riche qui serait déjà évidemment dans la tranche de 3%. Voilà, donc ça toucherait 3% des Belges. Mais encore, là, ça toucherait 3% des Belges sur leur patrimoine, en guillemets, qui serait déclaré en Belgique, parce que cette mesure-là n'est possible que si, évidemment, on lève le secret bancaire. Mais évidemment, si ces gens-là mettent leur argent aux îles Caïmans, et qu'il n'y a pas, évidemment, d'échange d'informations des îles Caïmans et la Belgique, on est encore cuit. Hein. Bon, donc c'est quand même une mesure qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas gagné, évidemment, et en plus politiquement, on n'y est pas. Mais c'est quand même une mesure phare, parce que nous trouvons que politiquement, il serait juste que les plus riches contribuent à l'impôt un peu plus qu'actuellement, et on ne va quand même pas les priver, c'est pas du communisme, hein. On l'avait chiffré, ben, si quelqu'un a 100 millions, hein, ça veut donc dire, enfin 100 millions, on a dit 10 millions. 10 millions, 1% de 10 millions, c'est 100 000. Bon, les gens ne sont pas appauvris, on ne les a pas saisis, enfin, on ne les a pas confisqués leurs biens, quoi, hein, donc c'est pas, bon, c'est une mesure quand même relativement souple, quoi, hein. Daniel, je peux peut-être accélérer un petit peu, parce qu'il va y avoir la discussion. Ah bien, voilà. Donc tu on est à la fin. Parce que tu vas encore venir sur la dimension internationale. Oui, qui sera plus courte. D'accord. Oui, elle sera beaucoup plus courte. Oui, donc les propositions. Donc, le réseau d'abord ATTAC, on le dit Bruxelles, parce que moi je suis un membre d'ATTAC, qui est lui-même membre actif du réseau pour la justice fiscale, et le réseau pour la justice fiscale, on va dire que c'est la société civile, plus ou moins en gros, organisée, quoi, de ce pays, quoi, on va dire ça comme ça. Enfin, société civile de gauche, hein, évidemment. On va dire comme ça. La lutte contre la fraude fiscale pourrait rapporter 10 milliards. Je ne vais pas rentrer dans les détails, à condition de lever le secret bancaire, évidemment. Taxer les plus-values pourrait rapporter 5 milliards. Le Conseil supérieur des finances, eux, ils ont évalué à 4 milliards, enfin, on n'est pas à 1 milliard près. Mais enfin, le Conseil supérieur des finances, c'est quand même une instance, c'est pas le PTB, quoi. Le Conseil supérieur des finances, c'est une instance officielle. Eux-mêmes fixent ça à 4 milliards, donc si on dit 5 milliards, c'est peut-être bien plus, en effet. Et donc, pour dire, c'est des montants qui ne sont pas tirés du chapeau, des instances officielles et sérieuses, et plutôt marquées à droite, confirment donc ces montants. Donc, ils soquent impôt des sociétés. Hein. Ah oui, ils soquent impôt des sociétés. Alors, taxer justement les entreprises, c'est-à-dire qu'évidemment, taxer un peu plus les grosses, totalement, pourrait apporter 30 milliards.
Et alors, sur le recouvrement dont j'ai parlé juste avant, donc le fait que l'État, il y a des arriérés d'impôts, TVA et autres, et que si on donnait les moyens à l'administration de percevoir ces arriérés, ça pourrait apporter au moins 1 milliard par an. Donc, si on totalise tout ça, mine de rien, on arrive, c'est vrai que c'est l'idéal, hein, c'est une utopie peut-être, mais n'empêche, c'est une utopie basée sur des chiffres réels et sur des politiques possibles. On arrivera à un résultat de 27 milliards de rentrées possibles par an. Alors, j'en viens justement aux mesures internationales. Je dirais un petit peu nos mesures phares au niveau de la TAC, puisque la TAC, c'est l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, qui a été donc à la base de l'idée de la taxe Tobin, maintenant qu'on appelle taxe sur les transactions financières. Ça pourrait nous rapporter 500 milliards de dollars par an, en sachant que le développement actuel se monte à 136 milliards. Mais évidemment, le problème de cette taxe, qui, dans les déclarations politiques, est prônée par la plupart des gouvernements, on va dire comme ça, c'est que d'année en année, d'abord c'était très compliqué pour que les pays européens se mettent d'accord. D'abord, si on veut une taxe comme ça, évidemment, il faut une taxe au minimum au niveau de la zone euro. Et les pays donc, de la zone euro, les pays européens en général, ont très difficile à se mettre d'accord. Et sur le dernier accord qui sont arrivés, la France freinait les quatre fers. Pour la France socialiste, donc François Hollande, France socialiste anti-privé de François Hollande, donc disait oui, mais la banque Paribas, qui est la première banque de France, évidemment, vit beaucoup de tout ce qu'on appelle les produits dérivés, donc toute une série de produits spéculatifs. Et donc, si on taxe, la transaction financière frappe cette taxe, c'est la France qui est touchée. Donc, chaque pays vient à la défense non pas ses intérêts, mais surtout de ses banques. Et évidemment, BNP Paribas qui rentre à l'Élysée, comme vous rentrez ici à l'ULB, très facilement, fatalement a des oreilles et fatalement on est plus écouté à l'Élysée si on s'appelle le PDG de BNP que si on s'appelle Frédéric Lordon ou Éric Toussaint, on ne sait pas qui, évidemment. Donc M, c'est 11 États membres, d'accord? Oui. Donc c'était la situation au moment où on a réalisé ce tableau. Où est-ce qu'on en est actuellement, Daniel, sur le... Alors, je n'ai pas suivi, je suis tellement déprimé par toutes ces discussions, parce que là, on parle de ça depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on entend des gens qui font des rapports, notamment au réseau, quelqu'un de LFLF, donc l'ONG flamande, son en français, qui va en réunion internationale pour faire du lobbying sur la taxe. Ce gars, bon, je vais le dire parce que chaque fois il fait ces trucs-là, mais c'est de plus en plus déprimant, parce que plus on avance, à la fois politiquement ça avance parce que les gouvernements ont fait décider de faire quelque chose, mais quand ils décident maintenant, c'est d'abord le montant est de plus en plus bas, donc ça va rapporter de moins en moins, je ne sais plus combien c'est, mais ça va des outils, et la base imposable, parce qu'on exclut un certain nombre de produits spéculatifs, est également de plus en plus rabotée. Donc moi je demande, c'est mieux que rien. À l'époque, c'était 0,01%. Oui, c'est peut-être ça, mais 100% encore, à mon avis, les 0,1%, à mon avis, ont été diminués aussi. Et je crois que mon dernier chiffre que j'avais vu, de recettes pour les pays européens, on était à 50 milliards d'euros par an, ce qui est ridicule, hein, parce que 50 milliards d'euros par an pour l'UE, alors comparativement à si on suivait nos propositions, on devait arriver à 500 milliards de dollars par an au niveau mondial. Donc 50 milliards pour les pays européens qui sont quand même il y a beaucoup de transactions financières, ça me paraît quand même très peu. Bon, au niveau mondial, évidemment, on en parlera tout à l'heure, donc ça ne vais pas non plus m'étaler là-dessus. Il y a la lutte contre les paradis fiscaux. C'est estimé à 20 000 milliards donc, de dollars les pertes en recettes fiscales dues à ces paradis fiscaux. Alors, l'harmonisation de l'impôt des sociétés, grand problème aussi, évidemment, la concurrence entre États européens, notamment, qui se font une concurrence pour avoir le taux d'imposition le plus bas possible, soi-disant pour attirer les sociétés, mais en fait, c'est les sociétés qui font leur marché. Quand on parle de libre-échange, il faudrait plutôt appeler donc, de shopping, hein, shopping fiscal, on va appeler ça comme ça. L'expression n'est pas de moi, elle est de Bruno Courcelles, du FEDPAC. Et donc, ce shopping fiscal, ce qu'on appelle le libre-échange, c'est donc arriver dans un état où il y a le moins de charges sociales, enfin le mot charge, hein, on en a parlé tout à l'heure, enfin, le moins de cotisations sociales, où il y a le moins d'impôts, et les États se font concurrence l'un l'autre, bêtement. Donc on a une même zone euro, une identité monétaire et économique, mais il n'y a pas d'Europe sociale, pas d'Europe fiscale,
et des États qui seront concurrents vers le bas. C'est déplorable, mais c'est là où on est actuellement. Je crois que c'est terminé. Donc c'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure, vous vous rappelez, avec les lignes de couleur, où on voyait la différence entre Oui. le taux théorique et le taux pratiquement payé. Exactement. Voilà. Ça, c'est au niveau international, je ne sais pas si. Et donc il y a une hypothèse, effectivement, d'arriver à un taux. Oui, je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc, il y avait même eu, je dirais, une motion votée au Parlement européen, à la majorité, donc pas seulement à la gauche ou l'extrême gauche, non, pour arriver à un taux minimum. Donc, si vous voulez, les parlementaires européens, mais qui n'ont rien à dire, proposent qu'il y ait un taux minimum, ils ont bien compris le problème, mais les gouvernements n'en veulent pas, et comme le pouvoir est au niveau fiscal, j'ai oublié de le dire, c'est vrai qu'au niveau européen, c'est important à savoir, à part la TVA et les droits de douane, il y a une harmonisation, en tout cas une cohérence au niveau des pays européens. La matière de l'impôt sur les revenus est une matière nationale. Donc chaque État est souverain, en guillemets, sur ces matières et décide ce qu'elle veut. Le mot souverain, ça ne veut rien dire, parce que c'est finalement les entreprises qui dominent et qui dictent leurs conditions. Mais en tout cas, au niveau des législations, l'Europe n'a rien à dire. Si on voulait changer et donc harmoniser dans l'impôt des sociétés, il faut qu'il y ait des accords intergouvernementaux entre tous ces pays, donc c'est hyper compliqué. Évidemment, il n'y a pas de politique pour le faire. Avec les événements, hein, les scandales révélés par LuxLeaks, OffshoreLeaks, SwissLeaks, bon, on avait parlé ça dans les journaux, et les gens se rendent compte de l'énormité des scandales et de l'argent qui s'en va, alors qu'en se disant, les budgets sont, il n'y a pas de budget pour la sécurité sociale, etc. Donc les gens se rendent compte des problèmes. Alors les parlementaires sont obligés, et même Charles Michel ils sont obligés de faire des déclarations, un jour, puis le lendemain, on passe à autre chose. Donc, ces problèmes, en guillemets, qui sont traités au niveau de l'Union européenne, comme ce n'est pas très, on va dire, attirant, ce n'est pas des problèmes que la plupart des gens suivent tous les jours dans leur journal, on voit plutôt, voilà, l'étranger qui est à côté de chez moi, roule en voiture en BMW alors qu'il est au chômage, comme ça les gens voient ça évidemment, mais les problèmes, en guillemets, plus virtuels, comme le taux d'impôt des sociétés, c'est évidemment pas sexy. Et donc, au niveau politique, c'est très difficile. On peut dire qu'on veut l'harmonisation, on pousse à ça. On a essayé, là, François, on a travaillé à un moment donné, parce qu'on était contacté par les parlementaires européens socialistes à faire des auditions publiques au Parlement européen là-dessus. Puis, c'est venu entre-temps les scandales LuxLeaks, donc ils ont quand même eu une commission parlementaire d'enquête sur LuxLeaks, et donc les accords entre le Luxembourg et cette entreprise. Oui. Donc il faut quelque chose là-dessus. Il y a des choses qui bougent, mais c'est hyper compliqué au niveau européen de faire avancer les choses. Voilà. Grand merci Daniel. Alors, j'espère que vous êtes moins déprimés que lui, hein, et que ça va plutôt vous donner de l'énergie pour vous battre. Ce qu'on vous proposerait bien, Anissa et moi, par rapport au découpage que vous avez dans le programme, c'est de prendre uniquement maintenant les questions de compréhension, et puis de donner la parole à François, qui va nous parler fraude fiscale, évasion fiscale, etc. Et puis en fait de prendre un grand temps de débat. Ça nous paraît plus judicieux que de saucissonner. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. En fait, vous avez évoqué le fait que les entreprises sont taxées dans d'autres pays, donc l'État belge ne tient pas compte de cette taxation puisque vous faites. Et comment se fait-il en fait que pour le travailleur belge frontalier qui travaille éventuellement au Luxembourg et qui lui est taxé au Luxembourg puisque c'est là qu'il a les revenus, les impôts belges demandent en fait de revoir en fait son taux de taxation. Donc pour le travailleur, donc c'est ça que je ne comprends pas très bien, que pour les sociétés en fait on fait, on passe au-dessus et pas pour le travailleur. Oui. Ok, merci. Donc la différence entre le système de taxation entre l'étranger et la Belgique pour les sociétés et pour les personnes physiques, je pense que Francis, tu peux le suivre? Oui. Je sais pas. Oui. Daniel, par rapport aux intérêts notionnels, j'ai dans ma tête que l'idée des intérêts notionnels, c'était une entreprise avec ses propres bénéfices investissait dans le pays, donc elle pouvait déduire de ses impôts l'investissement qu'elle faisait. Et que c'était ça un petit peu les intérêts notionnels. À condition, donc justement, qu'elle investisse et qu'elle répartisse, enfin, qu'elle se serve un petit peu de ses bénéfices pour investir dans le pays. Mais tu n'as pas parlé de ça, est-ce que c'est passé à la trappe ou bien c'est... C'était pas tout à fait ça, on va réexpliquer. C'est compliqué et c'est important. On va réexpliquer. Question suivante. On en prend 4. Allô? Oui.
Et au fait, moi je n'ai pas très bien compris la différence entre le précompte mobilier et la taxe sur les plus-values, parce que dans la description de précompte mobilier, là il était aussi mis plus-value boursière. Donc, Merci. La différence entre précompte mobilier et plus-value. Et une dernière question. Oui, vous avez parlé finalement que la fiscalité belge reconnaissait en tant que paradis fiscaux les îles Caïmans, etc. Puisque finalement il n'y avait pas de double imposition qui était imposée aux gens dont les sociétés avaient leur siège là-bas. Je ne comprends pas cette reconnaissance. Parce que finalement on prétend qu'on va lutter, qu'on leur demande la suppression officiellement des paradis fiscaux. C'est pas vraiment de reconnaissance qu'il s'agit. Tu y valides, tu les crois? Ok, ça va. Alors, la première question, vous m'entendez? Oui. Je crois que pour les travailleurs qui travaillent au Luxembourg et qui sont donc domiciliés en Belgique, il y a comme des actes, ou bien alors en France, avec des accords aussi. Je connais moins la législation, peut-être que Marc est plus compétent que moi là-dessus, mais il y a des accords transfrontaliers qui existent, et normalement, il y a quand même une petite correction qui se fait, mais de toute façon, même si ce n'est pas total au niveau de correction, ben c'est clair, la question du traitement différent des entreprises et des particuliers, et puis il y a l'explication qui a le pouvoir dans ce pays, et la politique fiscale, évidemment, n'est pas faite pour, soi-disant, les travailleurs, ni pour qu'il y ait plus de justice, ou je ne sais pas quoi. Elle est avant tout faite pour attirer des capitaux, et pas nécessairement des emplois, je dirais un petit mot après là-dessus, en tout cas pour attirer des capitaux en Belgique. Donc c'est ça la logique du système. Donc que les particuliers soient perdants dans l'affaire, ben, ça ne m'étonne pas. Oui. Pour les travailleurs, il n'y a pas de double imposition. Un micro? Ben, non, il n'y a pas de double imposition, ça ne comprend pas. Il faut quand même déclarer ses revenus pour les gagner. Oui. Oui, ça c'est logique. Non, ça non, il n'y en a pas deux fois. Ça, je crois, non. C'est à cause de la progressivité de l'impôt, en fait. Oui. voilà, il n'y a pas de double imposition pour les travailleurs non plus. S'il travaille au Luxembourg, il sera taxé au Luxembourg et il devra déclarer aussi ses revenus en Belgique pour autant qu'il soit résident en Belgique. Voilà. Mais il y aura un système qui va déduire ce qu'il a payé, ses revenus gagnés au Luxembourg. Voilà. Mais il y aura un système de progressivité de l'impôt, quoi. Oui. Ah, d'accord. Non, le mécanisme des sociétés. Mais juste si je peux me permettre par rapport à ce que Daniel disait en disant on fait des cadeaux aux entreprises et pas du tout aux particuliers, rappelez quand même qu'en Belgique on fait aussi des cadeaux en matière de fiscalité aux personnes physiques, mais c'est plutôt classe moyenne et classe sup. Mais donc vous savez qu'on peut déduire toute une série de choses de sa feuille d'impôt quand on est propriétaire et qu'on rembourse sa maison, quand on paye des chèques, des titres de service, des frais de garderie, etc. Des frais de... Voilà, on déduit une série de choses. Justement. Donc, je voulais juste réagir juste par rapport oui, à vas-y. Je pense que c'est important. Réagir sur ce que tu viens de dire, les mots sont importants, je pense. Est-ce qu'on peut parler de cadeau quand on te permet, par exemple, de déduire tes frais de garde de tes enfants? Non, mais c'est des frais que tu as exposés qui t'ont servi à acquérir ton revenu. Donc, les mots sont importants. Je ne juge pas. Dans tout l'exposé, les mots sont importants. Tout à fait. Cadeau, ça veut dire quoi? À quel moment est-ce qu'on emploie le mot cadeau? C'est très idéologique. Tout à fait. Et il faut préciser ce qu'on appelle cadeau et quand est-ce qu'on l'utilise. Je crois juste que c'est important. Mais juste quand on voit par exemple que le fait d'acquérir une maison fait qu'on peut avoir des déductions par rapport à ce qu'on rembourse, c'est quand même... On peut dire là que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Les gens qui ne peuvent pas faire une opération de ce type-là. Bon, % des Belges étaient propriétaires jusque récemment. C'est vrai. Oui, mais les cadeaux, c'est aussi pour la troisième, c'est moi qui rentre dans le débat, je ne dois pas. Daniel, tu continues à répondre et puis on reprendra un tour de questions et de réactions. Donc les intérêts notionnels, il faut que tu réexpliques. Voilà, les intérêts notionnels, en fait, sont liés au capital détenu par les actionnaires qui vont placer dans l'entreprise. Peu importe que l'augmentation de capital ou que le capital en tant que tel ait servi à créer de l'emploi ou pas. Donc ce n'est pas lié à la création d'emplois. D'ailleurs, je me rappelle très bien, lorsque le système a été mis au point,
à l'époque, Pierre Galland était sénateur, et il avait posé la question à l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas le système des internationaux à la création d'emplois? Et on a dit non, le but du système, c'est augmenter les fonds propres des entreprises, point à la ligne. Et donc, on n'a jamais lié ce système international à la création de quelconque emploi. Au niveau, maintenant, de la différence entre le précompte mobilier et la taxe sur les plus-values. Je peux juste rajouter un mot sur les intérêts notionnels. Je trouve que c'est important dans la compréhension, le malentendu qu'il y a souvent aussi. Donc les intérêts notionnels, vous avez compris que les entreprises jouent faire circuler leurs capitaux parce que c'est intéressant de les amener en Belgique, parce qu'il y a ce mécanisme d'intérêt notionnel. Donc quand on dit, en fait, ce qu'elles éludent en termes d'imposition, elles ne le prennent pas qu'à nous, elles le prennent aux autres pays, parce qu'en fait, les richesses produites ne sont pas forcément produites en Belgique. Donc si on arrêtait ce jeu, ces capitaux ne seraient pas imposés ici. Ce n'est pas des richesses produites ici. D'accord ? Oui. Voilà. Donc c'est un jeu de carrousel des capitaux pour venir profiter des intérêts notionnels. C'est important à comprendre parce que souvent on se méprend en disant mais si on supprime ça, on aura des milliards et des milliards. Alors c'est vrai que ça va générer, je pense que l'idée c'était 2-3 milliards, mais ce ne sera pas l'ensemble parce qu'on devra restituer au pays où les richesses ont été produites l'imposition normale qui viendrait sur ces richesses produites. Et le problème, c'est que justement, chaque pays européen a son système pour attirer des capitaux et pour faire payer moins d'impôts possible aux sociétés. Donc la Belgique a ce système-là, la Hollande en a un autre. Donc chaque pays a un petit peu sa particularité. Donc ça veut donc dire que si on veut une harmonisation des impôts en Europe, il faut évidemment limiter tous ces systèmes de cadeaux fiscaux. Et là, globalement, ça ferait rentrer totalement de l'argent dans toutes les caisses budgétaires, donc des différents États. Oui. Tout à fait. C'est la concurrence, du moins-disant fiscal pour attirer... Elle est mondiale, elle n'est pas seulement européenne. Oui. Le jour où ça sera européen, ce sera un problème au niveau mondial. Oui. Alors, est-ce que c'est clair maintenant pour les intérêts notionnels? Je dis que l'impôt des sociétés est plus élevé aux États-Unis qu'en Europe. Il y a d'autres. Ah, c'est virtuel, selon que dire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de payer un intérêt à une banque, et donc l'intérêt que l'entreprise paierait à une banque, cet intérêt serait une charge pour cette société, et donc serait diminué de ses recettes, qui est la base à l'impôt des sociétés. Ça, c'est lorsqu'on emprunte à une banque de l'argent. Attends, tu l'as déjà perdu. Ok. Bon, je recommence depuis le début. L'entreprise paye un impôt sur le bénéfice net. Et le bénéfice net se calcule, on voit ce qui rentre comme argent, et ce qui est les charges, les frais, le personnel, etc. Dans les charges, il y a les charges financières. Donc, lorsqu'une entreprise emprunte de l'argent, elle paye des intérêts à la banque. Et donc cet intérêt est considéré comme une charge, et donc ça diminue de la recette, et donc la base imposable à l'impôt des sociétés diminue aussi. Hein, donc ça c'est un intérêt réel, puisqu'il est payé à la banque. L'intérêt notionnel, on fait comme si on payait un intérêt aux actionnaires, mais eux ils ont un dividende, bon voilà, mais si vous voulez, on calcule, et ça dépend d'un taux d'intérêt au niveau notamment des emprunts, donc ça diminue pour le moment, enfin, et donc cet intérêt, on calcule qu'on a X% que l'actionnaire, auquel on devrait payer l'actionnaire pour l'argent que nous a prêté, mais ce n'est pas le cas, donc c'est un intérêt virtuel, mais c'est là-dessus, sur cet intérêt, qui est calculé le bénéfice, donc la diminution de l'impôt des sociétés. C'est un impôt réel, c'est une diminution de l'impôt réel, mais par contre on part sur une charge qui n'existe pas, quoi. Une charge virtuelle. On gonfle, si vous voulez, on gonfle les frais d'entreprise artificiellement pour diminuer le bénéfice qui sera taxé. Et donc, je redis ce que je vous disais tantôt, quand les entreprises disent « mais on est déjà, vous avez vu tout ce qu'on paye en cotisation, etc. » On rappelle que la base d'imposition des entreprises, c'est une fois qu'elles ont évidemment payé toutes leurs charges. Donc, les travailleurs, les cotisations liées aux travailleurs, toutes leurs dépenses, etc. Donc, on les impose sur leurs bénéfices. D'accord ? Donc, quand elles pleurent en disant « vous vous rendez compte de ce qu'on est imposé », elles ne sont jamais imposées qu'à la mesure de ce qu'elles ont engrangé réellement comme profit. Et puis, il y a tous ces mécanismes dont Daniel vous parle. Et donc, vous avez vu que celles qui arrivent à jouer de toutes ces mesures fiscales, d'exonération fiscale, ce sont les plus grosses. Ce sont les multinationales qui jouent avec leurs différents sièges et qui peuvent faire des carousels. Déjà, c'est limité aux entreprises pour les actionnaires.
les entreprises, les sociétés anonymes, les sociétés. Ça peut être non, parce qu'en fait, si vous voulez, un médecin qui se met en SPRL ou en SPP, enfin, en société d'une personne, quoi. Bon, une société, même s'il est médecin, peu importe, il y a créé une société, donc lui, il en bénéficie. Oui. Les sociétés d'une personne en bénéficient, ils sont très contents, ces gens-là, ils votent libéral, évidemment. Mais ils sont très contents. Ils sont très contents, mais seulement ils ne voient pas qu'une grosse boîte en profite plus qu'eux, ils voient ce qu'ils payent avant comme impôt, mais même ils payent moins, ils sont contents, évidemment. Alors, précompte mobilier et plus-value. Alors, précompte mobilier et plus-value. Le précompte mobilier, donc, c'est un forfait, donc ça veut dire un pourcentage du revenu mobilier, donc c'est 25%. Donc, mobilier, c'est pas l'immobilier, d'accord? C'est les actions. Les intérêts sur les bons, etc. Voilà. Et là-dessus, la banque perçoit, c'est souvent la banque qui, évidemment, comment dirais-je, un compte titre, et donne l'argent à son client, et donc elle perçoit un précompte mobilier, qu'elle reverse à l'État. Donc ça, c'est un 25% en moyenne. En moyenne, la plupart du temps, c'est 25%, il y a quelques exceptions. Et donc c'est sur les intérêts que vous touchez, d'accord? Voilà. La taxe sur les plus-values, c'est pas sur le revenu, c'est pas sur l'intérêt. C'est lorsque vous achetez un titre et vous le revendez plus tard. Donc, ce n'est pas le revenu annuel, quoi que ce soit. C'est, vous avez fait une bonne affaire en achetant à tel montant un titre et vous le revendez un mois, un an, 5 ans plus tard, et vous faites une bonne plus-value là-dessus, sur le bénéfice que vous avez fait entre l'achat et la vente, vous n'êtes pas taxé. Voilà. Ah non, c'est deux leçons différentes. Hein. Oui, c'est l'objection des moins-values, quoi. Voilà. Donc, je sais, il y a quelques années d'ici, Louis Michel avait été interrogé du temps il faisait la politique en Belgique, et il avait dit, je suis d'accord en tant que libéral qu'on taxe les plus-values si on détaxe les moins-values. N'empêche, c'est la seule déclaration que les libéraux ont fait là-dessus, depuis là on n'a plus rien entendu parler. Donc, il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent, en effet, ce serait juste, jusqu'à un certain montant en tout cas, on tient compte des moins-values. C'est-à-dire que si on fait l'évolution des cours boursiers depuis l'après-guerre, ça a monté d'une manière exponentielle. Donc, ça ne fait jamais qu'augmenter. En moyenne, un placement financier, il y a des hauts et des bas, il y a des placements à risque évidemment, mais en moyenne, ça augmente. Donc sur un long terme, il y a toujours plus de plus-value que de moins-value. Donc, est-ce qu'on devrait tenir compte des moins-values? C'est une bonne question, c'est un débat. C'est un débat qu'on n'a pas tranché, mais pourquoi pas? Alors, oui, on en vient à la dernière question, et puis on va reprendre la dernière question. De questions, pas de réaction, puisqu'on débat après. C'était fiscalité belge et reconnaissance des paradis fiscaux. Tu t'es exprimé d'une façon... Donc, en fait, il y a un certain nombre d'accords, on appelle ça des accords, donc des conventions préventives de double imposition, dont la plupart des États au monde ont entre eux des conventions comme ça, qui permettent donc de ne pas payer deux fois la même chose, le même impôt. Donc, en principe, on va dire, c'est juste, on ne va pas taxer deux fois la même chose, mais dans la réalité, donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place par les sociétés de consultance qui sont des avocats ou d'autres qui sont spécialisés dans l'ingénierie fiscale, et donc qui ont conseillé les entreprises pour soit créer des sociétés d'écran, soit pour, comment dirais-je, par d'autres moyens, ça, François évoquera ça tout à l'heure, pour faire en sorte donc, que ces bénéfices ne soient pas taxés. Je vais donner l'exemple des îles Caïmans, mais il y en a d'autres, dans ces pays-là, et comme l'entreprise dit, ben voilà, j'ai telle activité dans tel pays, ça a déjà été imposé, eh bien, je ne serai pas donc taxé en Belgique là-dessus. Et donc, là, c'est une faille évidemment dans la législation, ça c'est un problème qu'il faut régler, mais actuellement, donc, vu cette convention, légalement, puisque, soi-disant, dans ces pays, il y a un état de droit qui a une législation fiscale, si les bénéfices ont été déclarés là-bas, l'entreprise a droit à ne pas les... voilà, et donc, monsieur disait, ça équivaut à reconnaître finalement oui. Les paradis fiscaux, mais on va y venir tout de suite avec François. Des questions de compréhension encore? Non? Très bien. Alors, on passe à François. Merci, Daniel.